Bonjour à tous. Et je précise bien bonjour, car si tout comme moi vous êtes fâché avec le sommeil, eh bien je vous conseillerais de regarder cette vidéo le jour. Néanmoins, si cette tâche vous semble compliquée et que vous n'avez plus aucun espoir de la voir venir, alors installez-vous et tentez de garder près de vous une place pour la lumière. Car aujourd'hui, nous nous plongeons dans les entrailles sombres et marécageuses de la philosophie d'Émile Cioran. Nous allons rencontrer en la personne de Cioran un homme profondément seul, entièrement livré à sa propre pensée, sans aucun souci de destin, si ce n'est la réflexion sur le destin. Cioran est roumain de naissance. Aujourd'hui, il est apatride. D'ici quelques jours, il va avoir 63 ans. Il vit à Paris depuis 1937, date à laquelle il est venu à la Sorbonne pour y préparer une thèse. Aujourd'hui, il nous avoue qu'il n'en a toujours pas trouvé le sujet. Pour faire vite, Émile Cioran a écrit toute sa vie le même livre. C'est-à-dire qu'il a bien écrit plus de 20 œuvres, mais sa philosophie et sa pensée se sont développées au fil de la parution de ses livres. Nous pourrions très bien compiler toute sa bibliographie dans un même livre et garder un fil rouge. Il faisait partie de la philosophie et du mouvement nihiliste, du latin nihil, rien. Mouvement qui est caractérisé par une vision pessimiste, voire même rebutante, du monde dans lequel nous vivons. On dit que vous êtes nihiliste. Est-ce vrai ou est-ce faux? Qu'est-ce que le nihilisme? Je suis pas nihiliste, je suis rien, vous savez, c'était difficile à dire. Je crois que j'ai des accès de nihilisme. Vous savez, c'était difficile à dire. Est-ce qu'on peut dire de Bouddha qu'il est nihiliste? On ne peut pas, n'est-ce pas? On peut le dire. C'était compliqué. Vraiment, je ne vois pas comment je pourrais répondre à cette question en étant tout à fait sincère. Je suis sûrement un négateur, n'est-ce pas? Cette vision découle souvent d'une expérience décevante de la vie. On devient nihiliste quand on perd l'espoir que les choses deviennent meilleures. Au-delà du simple pessimisme qui relève de l'humeur ou de l'état d'esprit, le nihilisme est une vision du monde, et cette vision fait mal vivre. La personne nihiliste se sent condamnée à être vivante, et cette condamnation, elle le vit comme un véritable fardeau. Comme le disait Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, le nihilisme qu'il appelle passif est lorsque les croyances s'effondrent du fait qu'elles sont dépassées. C'est une vision de désespoir, de résignation et de perte de sens face à l'absence de valeur objective dans l'univers. L'individu, en prenant conscience de l'absence de sens ultime, se laisse tomber dans le vide et dans l'inaction. Cioran introduit donc son nihilisme pessimiste. Cioran, vous avez écrit « Seul un monstre peut se permettre le luxe de voir les choses telles qu'elles sont ». Est-ce que vous êtes plus ou moins monstrueux? Sans doute que oui, puisque je crois effectivement que voir les choses telles qu'elles sont rend la vie presque intolérable. En ce sens que j'ai remarqué que tous les gens qui agissent, ils ne peuvent agir que parce qu'ils ne voient pas les choses telles qu'elles sont. Et moi, parce que je crois avoir vu, disons en partie, les choses telles qu'elles sont, je n'ai pas pu agir. J'ai toujours resté en marge des actes. N'est-ce pas, comme ça. Alors, est-ce qu'il est souhaitable pour les hommes de voir les choses telles qu'elles sont? Je ne sais pas. Je crois que les gens en sont généralement incapables. Alors, il est vrai que seul un monstre peut voir les choses telles qu'elles sont, puisque le monstre, il est sorti de l'humanité. Le nihilisme de Cioran se démarque de celui des autres penseurs, car il ne se contente pas de nier le sens ou les valeurs de la vie, ou de marquer son profond désenchantement envers le monde, la vie ou l'humanité. Il va plus loin en soulignant la futilité de toute tentative de sens. Cioran considère que toute recherche de sens ou de but dans la vie est vouée à l'échec, et il se moque de toutes les constructions idéologiques ou religieuses qui prétendent offrir une solution à ce vide existentiel. On est alors très loin de la conception du désespoir chez des philosophes comme Kierkegaard par exemple, qui prétendent combler ce vide par la religion. Le pessimisme chez Cioran est aussi une forme de lucidité désenchantée. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'une prise de conscience acérée de l'absurde. Dans ce cadre, l'absurde apparaît comme une vérité essentielle.
à la fois inévitable et irrémédiable. Enfin, je crois que c'est la lucidité au fond qui est la qualité éminente de quelqu'un, n'est-ce pas? La qualité par excellence, n'est-ce pas? C'est que l'homme qui a compris. En somme, le nihilisme pessimiste de Sioran propose une vision du monde où la souffrance et l'absurdité sont acceptées sans consolation ni espoir. Ici, l'homme est condamné à une existence sans issue. Maintenant, pour se plonger dans ses écrits, nous allons nous baser sur 3 œuvres. Sur les cimes du désespoir, le précis de décomposition et de l'inconvénient d'être né. Ces 3 œuvres sont, à mon sens, la quintessence de la pensée de Sioran. Nous allons nous intéresser à plusieurs concepts qui vont nous permettre d'appréhender ce qu'il considère comme la pire chose qui puisse nous arriver, c'est-à-dire la vie. Nous allons tout d'abord nous intéresser à sa vision du désespoir comme d'une condition humaine. Pour lui, le désespoir n'est pas une émotion passagère. Le désespoir est un état permanent qui accompagne la prise de conscience de l'absurdité de la vie. Le désespoir est constitutif de l'homme prenant conscience de son vide existentiel. Et pour accompagner notre condition, arrive alors la souffrance. Cette souffrance, qui ne peut pas être détachée du désespoir, est pour lui la vérité de l'existence. C'est-à-dire que la souffrance, autant physique que mentale, nous révèle la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire dure, brutale, insensible, isolante et injuste. Face à une constatation aussi décourageante et déplorable, il propose dans ses premiers écrits une solution, la mort. Bon, on est bien content que son avis ait évolué dans ses autres écrits, mais il est quand même intéressant de se pencher sur cette vision. Pour lui, la mort est une issue au désespoir et à la violence de la vie. C'est le concept le plus anti-camusien qu'on puisse faire, c'est-à-dire que la mort est la délivrance de l'absurde. Car la mort mène au néant et à l'indifférence de l'univers, et cette indifférence, elle est souhaitable, selon le jeune Sioran. Il parvient tout de même à trouver un échappatoire qui l'empêche de mettre fin à ses jours, c'est l'écriture qui fait alors office de catharsis pour lui. Je peux dire qu'au fond, tout ce que j'ai écrit dans des moments de, disons, de dépression. C'est une sorte de thérapeutique. C'est pas pour faire un livre. Mes livres n'en sont pas, n'est-ce pas? Paul Valéry, à la question « Pourquoi écrivez-vous » répondait par faiblesse. C'est un peu votre cas? C'est beaucoup plus que par faiblesse, par misère, par misère intérieure. Par dégringolade, même si je voulais. Plus que faiblesse. Plus que faiblesse. Et donc, c'est pas nécessité, finalement. C'est pour ne pas crier, pour ne pas gueuler, hurler, pour ne pas... C'est pas pour... Mais c'est en tout cas pas pour faire un livre. Le livre vient comme... C'est un accident. Que les choses auxquelles vous croyez intégralement, à partir du moment où vous les avez dites, elles comptent moins pour vous. Et ça, je vais te donner un exemple. J'ai écrit un jour sur le suicide. Et jusqu'au moment où j'ai écrit sur le suicide, c'est un sujet qui me hantait. J'y pensais tout le temps. Et à partir du moment où j'ai écrit ce sujet, j'ai remarqué que j'y pensais moins. Et alors, en ce sens, écrire est une profanation. Ça veut dire que vous tuez le sujet. L'écriture, en effet, permet de s'exprimer et donc de sortir de soi une partie du poids de son existence. Il dit qu'il faut exprimer sa souffrance, non pas comme un remède, car il n'y en a pas, mais plutôt pour décrire la vie dans toute sa brutalité. Et cette brutalité, il la voit dans le phénomène de dégradation et de décomposition. En effet, le temps fait vieillir, et il précipite la chute de l'individu, en le rendant faible. Le temps prend la beauté, la vitalité, les proches, et il ne rend jamais. Le temps devient alors un véritable phénomène de décomposition, qui prend effet durant toute notre vie. Sioran explique que nul n'y échappe et que la décomposition fait partie de la condition humaine, ainsi que du poids de l'existence. L'individu est alors littéralement dévoré vivant, mais pas simplement par la décomposition et le temps qui passe. L'individu est rongé par le désespoir, la souffrance et l'angoisse. C'est pour ça qu'il est autant important de s'exprimer à travers l'écriture. Si on n'exprime pas, on garde toute cette souffrance qui est en nous. Exprimer, c'est littéralement faire sortir par une pression. Alors ça ne guérira pas, mais ça permettra du moins de soulager. Mais depuis un moment, on parle de l'absurdité de la vie comme si c'était un concept que tout le monde avait en tête, mais si on n'en avait pas conscience? Ou bien si on arrivait à le saisir, mais qu'on décidait tout simplement de rester dans le déni, qu'est-ce qui arriverait?
Sioran explique que la société, notre société, est effrayée par les faces sombres de l'existence. Là, vous savez, de toute façon, étant donné que la vie est ce qu'elle est, n'est-ce pas, c'est une chose absolument terrible. Je ne vois pas pourquoi on la maquillerait, n'est-ce pas? Ça signifie absolument. Il explique par exemple que les morts sont mis sous terre pour être cachés de la vue de tous. Or il répète qu'il faut confronter la vie dans toute sa brutalité, et que pour y arriver, il faut oublier toute possibilité d'être heureux ou de ressentir du bonheur, et plutôt d'embrasser l'agonie, le désespoir ou les larmes, car contrairement à la joie, elles ont une raison d'exister. On est heureux pour oublier l'absurdité. On est triste parce qu'on s'en rend compte, et il vaut mieux rester dans la vérité. Ainsi, on accepte son humanité, faible. Le divertissement, du latin divertere, c'est-à-dire détourner de quelque chose, ne font que nous faire oublier temporairement ce que nous sommes. Ils sont futiles, et le bonheur ne se résume pas à ça. La société, et notamment la façon dont elle évolue, tend toujours à augmenter notre confort. Elle tente de rendre notre existence de moins en moins pénible. Et pour Sioran, c'est un défaut, car par ce processus, elle nous retire le sens de nos souffrances. C'est pour ça que selon lui, en essayant, on va dire, d'adoucir son idée qu'il vaudrait mieux être mort, il dit qu'il aurait mieux valu ne jamais être né. La vie, c'est la mort, au fond. La seule question qui se pose à propos de la vie, c'est la réponse. La seule réponse qui se pose à propos de la vie, c'est la mort. C'est à peu près la même chose, comment dis-je. Mais je suis allé un peu plus loin. J'ai dépassé un peu, si vous voulez, la hantise de la mort. En ce sens que je suis arrivé à la conclusion que le grand, au fond, la clé de tout, c'est pas la mort, c'est la naissance. Le drame, c'est pas de mourir, c'est de naître. Et donc c'est un changement. Ça n'empêche pas qu'on puisse être hanté par la mort, ça c'est évident. C'est pas mais la clé tout tourne autour de ça. Alors, vraiment la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'au fond, il valait mieux ne pas naître. On est là, mais n'empêche que le grand problème, c'est la naissance, c'est pas celui de la mort. Ainsi, en devenant vivant, en étant né, on est forcément confronté à tous les désavantages de la vie. Et évidemment, par un calcul très rapide dans l'esprit de Sioran, il se rend très vite compte qu'il est préférable de ne jamais voir le jour. À ce stade, il va de soi que je dois vous poser la question, pourquoi ne vous êtes-vous pas suicidé? L'être vivant tombe inévitablement dans une forme d'inertie, c'est-à-dire, face au désespoir, le renoncement de toute action, se dire « à quoi bon ? À quoi bon vivre ?» Le moindre geste, le fait d'agir devient une forme de distraction qui ne donne pas plus de sens à notre existence. En somme, s'abstenir de chercher un sens devient la seule forme de vérité possible. Et donc à ce moment-là, on ne sait pas vraiment quoi faire. Il aurait mieux valu qu'on ne soit jamais né, mais on est là. Sioran nous explique d'abord que la mort est une solution, puis ensuite qu'elle n'en est plus une. Alors que faire pour les vivants? Eh bien rien d'autre qu'accepter. De vivre comme on peut, avec ce qu'on a, c'est-à-dire rien du tout. Sans sens, en embrassant ce désespoir et cette agonie constante que Sioran appelle la vie. Ainsi on se débarrasse du problème du sens de la vie, car il n'y en a pas, et se débarrasser de ça, c'est fixer le néant. C'est fixer l'infini, faire face à sa mort, et en contemplant tout ça, on trouve sa place, qu'on n'a pas choisie, mais c'est comme ça. D'autre part, vous avez aussi écrit, et là il y a une sorte de lumière, toujours entre guillemets, nous sommes tous au fond d'un enfer, dont chaque instant est un miracle. Eh bien, ce que j'ai entendu par là, c'est que le fait de vivre, n'est-ce pas, est une chose si extraordinaire, justement, qu'on en a vu les choses telles qu'elles sont. Que cette vie qui est totalement dépréciée, disons dans l'ordre théorique, elle paraît extraordinaire sur le plan pratique. Ça veut dire que vivre contre l'évidence. Chaque moment devient une sorte d'héroïsme.
Voilà, c'était pas une vidéo très marrante, mais en même temps en s'attaquant à Sioran on pouvait s'y attendre. On se reverra très vite dans une prochaine vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien et continuez de faire ce que vous aimez. Salut!